Cette semaine, on est passé par toutes les émotions. On a vu des beaux paysages, rencontré un inconnu qu'on avait l'impression de connaître depuis toujours, participé à la récolte des olives qui produisent la meilleure huile du monde. Mais on a aussi rencontré la mauvaise personne au mauvais moment. Et cette situation a tout fait basculer. Nous, c'est Mathilde et Arnaud, et depuis le 9 mai 2025, on voyage en stop sur les routes du monde, avec quelques objectifs en tête. Voyager sans prendre l'avion en respectant l'environnement, prendre notre temps et surtout rencontrer les autres. Actuellement, on traverse l'Europe, en direction de la Turquie pour atteindre l'Asie. Mais pour ça, on n'a pas d'itinéraire. On fait du stop et on voit où ça nous mène. Depuis notre départ, nous avons traversé la France, la Suisse, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, le Monténégro, l'Albanie. Et depuis 3 semaines, nous voyageons en Grèce. Dans le dernier épisode, on rejoignait la région du Péloponnèse, en passant uniquement par les petites routes de montagne. Et une fois arrivés, on avait rencontré Jasper et Zoé, qui voyagent en camping-car, avec qui on avait découvert la partie ouest de la région. Mais après 48 heures ensemble, il était temps de se dire au revoir. Oh non, je déteste les au revoir. Voilà, on a dit au revoir à nos copains. On enchaîne les au revoir, c'est ça le problème de ce mode de vie, c'est qu'on s'attache aux gens et aussi vite qu'on s'attache, on doit les quitter, mais c'était vraiment trop bien. Ouais, et là, il y a un petit orage en prévision, donc on est dans un petit café, travailler un petit peu, on va attendre que l'orage passe. Reprendre après, le stop. Nous voilà de retour tous les deux, avec nos sacs à dos, pour explorer le premier doigt du Péloponnèse. Et on se fait déposer dans le village de Métonie, au pied de la forteresse qui témoigne d'une grande histoire. Au XIVe siècle, à l'époque où Venise était indépendante, elle représentait une puissance maritime importante et contrôlait le commerce en Méditerranée. Alors, en voulant sécuriser ses routes maritimes, elle a construit plusieurs forteresses dans différentes villes stratégiques, comme Naphaktos, qu'on a découvert il y a quelques jours, et ici, à Métonie, un point stratégique du commerce en Méditerranée. Après des siècles de guerre et de reconstruction, la forteresse de Métonie reste aujourd'hui magnifiquement conservée, dominant toujours le port et la mer, témoignant de l'histoire mouvementée de la région. On a beaucoup aimé se balader dans cette petite forteresse, mais si je dois être 100% transparente avec vous, aujourd'hui, notre morale a été quand même plutôt plombée parce qu'on a fait plusieurs rencontres qui nous ont parlé uniquement d'événements tragiques. Et je pense que c'est juste des gens non renseignés qui transposent leur propre peur sur nous. Mais dès qu'on leur disait qu'on faisait du stop, ils nous disaient « Oh là là, ça peut être dangereux !» et ils nous sortaient un drame qui s'était passé près de chez eux. Ça pouvait être n'importe où. Le premier voiture, c'était en Australie. On a un couple qu'on a rencontré sur le parking, c'était en Turquie. Là, un autre monsieur qui nous a parlé par contre de choses qui pouvaient se passer ici dans cette région, nous disant qu'ici ça craignait. Bon, honnêtement, on n'a ressenti aucune insécurité ici. Je ne sais pas trop sur quoi est basé ce propos-là. J'ai pas trop su encore vraiment si c'était une vérité absolue ou si c'était plus une pensée complètement orientée par les médias du coin, parce que j'ai l'impression quand même que les gens ici sont aussi pas mal contrôlés par les médias et par la peur. Mais du coup, en fait, toutes ces ondes négatives ont fait que ça nous a vraiment plombé, parce que on sait qu'il peut nous arriver quelque chose. Enfin, ça nous a pas fait peur, tu vois, d'entendre ça. On sait très bien qu'il se passe des faits divers tous les jours. J'ai pas besoin de rencontrer quelqu'un, j'ai juste besoin d'ouvrir mon portable, quoi. Donc ça nous a pas fait peur d'entendre tout ça. Mais juste, ça nous a plombé. Et on s'est dit, mais pourquoi aujourd'hui tout le monde nous parle d'événements tragiques ? Genre, pourquoi 3 aujourd'hui ? Peut-être que c'est un signe de la vie Enfin, peut-être que si on dort ce soir, il va nous arriver quelque chose, vu que tout le monde nous a parlé de drame aujourd'hui. Peut-être que c'était la vie qui voulait nous envoyer des signes. Je sais pas, je suis un peu superstitieuse. Arnaud aussi, en vrai. Et on s'est dit, bon, ça doit être un signe, écoutons le signe. Et donc, du coup, on est allé dans un camping. C'est vraiment la première fois de tout le voyage qu'on fait ça par nous-mêmes. Mais en même temps, on est passé devant, on s'est dit, bon, allez, vas-y, c'est un signe, on y va. Et du coup, là, on est dans le camping. On va aller prendre une douche, ça va nous laver de toutes ces ondes négatives. On va manger parce qu'il y a une cuisine, donc on va pouvoir se faire une bonne quantité de nourriture. Et puis, demain... Une nouvelle journée commence sous le signe du soleil. J'espère que ça apportera un peu plus de positivité aujourd'hui. En tout cas, on s'est bien reposé, on a bien pris le temps ce matin de faire un petit déjeuner, de se préparer. On a profité des douches du camping, etc. Et là, on va reprendre le stop. Il est déjà midi et on a rendez-vous en fin de journée avec un autre autostoppeur qui va jusqu'au Japon en stop, un Français aussi qui m'a contacté sur Insta.
Et depuis que je suis autostoppeuse, j'ai jamais rencontré d'autostoppeur. Donc, trop hâte en vrai de rencontrer quelqu'un qui voyage comme nous. Je pense que ça va être trop sympa. Donc voilà. Encore une fois, il y a foule, hein. Ah bah là, on va avoir du choix. Ouais, ça passe. Ça a été vite. Hello. To Colony? Coron? Colony? Okay, but it's nice. Every kilometer not working is good. Okay, got it. We arrived from Albania. Meet you. Thank you so Continue. much. Thank you very much. Thank you. Ciao. Il nous avait dit je vais vraiment pas loin. Au final, on a quand même fait 15 km avec lui. Donc on n'a vraiment pas la même notion de pas loin quand on a une voiture à soi et quand on marche ou qu'on fait du stop. Pour nous, 15 km, c'est vraiment cool. Donc là, on reprend. Franchement, pour l'instant, le stop en Grèce, ça marche plutôt bien. Comme en Malaisie. Bon, j'aurais pas dû vous dire que le stop c'était facile. 40 minutes, il n'y a qu'une voiture qui s'est arrêtée. Elle était fou. Elle était remplie à ras-bord. Et ils nous ont dit ah ok, on va comme vous, mais bon, la voiture elle est remplie. Et ils sont partis. Pourquoi tu t'arrêtes? Genre, ça rend fou ce genre de truc. Je comprends pas. Vraiment. Peut-être que l'intention à la base c'est de savoir si tout va bien. Dans ce cas-là, c'est ok. Mais vraiment, je le vois me dire ah, on est full. Je vois la voiture partir. Je comprends pas. Bizarre. Pourquoi? Bon, du coup, on va au supermarché, on va manger. Manger pour se réconforter. Et finalement, on décide de reprendre le stop directement. Et on a bien fait, car au bout de 2 minutes, le même conducteur qui nous a pris hier repasse devant nous et s'arrête de nouveau. Avec lui, on poursuit notre chemin jusqu'au village de Koroni. Ce qui est dingue, c'est 5 minutes juste avant qu'il s'arrête, on était au supermarché, j'allais acheter un sandwich et me poser juste devant pour le manger. Et finalement, je me suis dit non, mais en vrai, ça va, je mangerai plus tard. Et si j'avais pas pris cette décision-là, on n'aurait jamais été sur la route au moment où cet homme passait, il nous aurait jamais pris. Et des fois, je me dis, mais c'est complètement dingue. Enfin, on était destinés à se revoir, c'est pas possible. Et en plus, hier, on a fait la blague en mode on va se revoir demain et tout. Et on s'est vraiment revus. Après avoir mangé nos gyros, on part se balader le long du port. À l'extrémité de la promenade, on aperçoit la forteresse vénitienne du village, qui trône au sommet de la colline et qui avait été érigée elle aussi pour protéger le littoral. En montant dans le village, on se perd dans les petites ruelles, et nous ne sommes pas tout seuls. Ici, les murs sont blancs et le sol en pavé à l'image des petits villages typiques grecs. Et il y a cette petite église orthodoxe, blanche et bleue, que l'on observe en détail avant de continuer notre chemin. On a rejoint la route principale et on va en direction de notre ami, l'autostoppeur. Dans combien de temps on va arriver? Je ne sais pas. Il y a 10 minutes de trajet. Ça peut prendre 10 minutes. Ça peut prendre 3 heures. C'est ça. Théo nous a donné rendez-vous dans la ferme d'huile d'olive, où il est volontaire à une dizaine de kilomètres d'ici. Et assez rapidement, Kate, une Belge qui habite en Grèce depuis plusieurs années, s'arrête pour nous et nous dépose dans le petit village où on avait rendez-vous. La vue est vraiment incroyable. Ouais. Vous avez vu le lever de soleil un peu ou pas? Pas du tout, j'étais endormie. Ouais, si tu te réveilles à 8h, c'est déjà trop tard. Je pense vers 7h, c'est bien. Et encore. On se trouve dans la maison de Michael, qui est un Écossais qui habite en Grèce depuis quelques années. Et si on est ici, c'est parce que Théo est volontaire ici pendant au moins 1 mois. Et il nous avait invités à venir passer une soirée. Et Michael est tellement gentil qu'il nous a accueillis à bras ouverts et nous a proposé de rester ici quelques jours pour pouvoir un petit peu voir comment se passe la récolte des olives et tout le process de fabrication de l'huile d'olive, parce que le Péloponnèse est réputé pour être la région du monde où on fait la meilleure huile d'olive. Nous voilà dans les champs de Michael, composés d'oliviers Koroneiki qui recouvrent 50% du territoire grec. Cet arbre a la particularité de produire des olives petites mais très riches en huile.
Dans cette région, la récolte se fait à la main. La première étape consiste à placer des immenses filets sur le sol. Puis, à l'aide d'un peigne, parfois électrique, on secoue les branches de l'arbre pour faire tomber les olives dans ce filet. Quand une parcelle est terminée, on déplace le filet sous de nouveaux arbres et on recommence le processus. Quand une branche produit beaucoup d'olives, il est préférable de la couper pour éviter qu'elle n'en produise plus suffisamment l'année suivante. On récupère alors ces branches pour les placer dans une machine qui permet de collecter les olives. Après avoir passé un moment à observer et à apprendre le processus de la récolte, on met nous aussi notre main à la pâte. C'est lourd. Au bout de 2 minutes. Bon bah let's go travailler dans les champs d'oliviers. Hein. Oui, c'est juste une question d'entraînement. Ça te fait les muscles. Si un jour on m'avait dit que j'allais participer à la récolte des olives en Grèce, dans le Péloponnèse, j'aurais jamais cru. Je suis trop contente de participer un petit peu à ça et de voir comment ça se passe. C'est une ambiance qui est très particulière parce que la récolte s'étend uniquement sur 3 mois, donc de novembre à janvier. Et partout autour de nous, il y a des centaines et des milliers d'oliviers et tout le monde est en train actuellement de procéder à la récolte. Donc c'est une harmonie qui est assez belle. Je suis trop contente d'y participer. On va finir notre petite pause déj et repartir travailler. Après la pause repas, on s'occupe de récupérer les olives en retirant un maximum de feuilles. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait le moins de feuilles possible parce qu'après, quand tout arrive à la presse, tout le monde vient un petit peu voir les sacs d'olives des autres et s'il y a beaucoup de feuilles, ça fait la réputation en fait de l'huile d'olive. Donc moins il y a de feuilles, mieux l'huile d'olive aura meilleure réputation. Voilà, c'est un petit peu les commérages du quartier. Une fois le tri effectué, les olives sont placées dans des sacs pour être envoyées à la presse. Un sac pèse près de 50 kg et permet de produire environ 8 litres d'huile. Good job. Qu'est-ce que vous préparez, les amis? Une tartiflette. Grecque. En fait, on a revisité la tartiflette. On fait une tartiflette, mais à la place du reblochon, on met De la feta. Mais ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est que le fromage grec n'était pas du tout fait pour être fondu. Bon, ne jugez pas le non fondant de notre tartiflette, s'il vous plaît. Ça veut pas dire pour autant que ça va pas être bon. Non, c'est pas une tartiflette de toute façon. C'est une tartigrecque. Pour que le goût soit optimal, les olives doivent être pressées dans les 48 heures qui suivent la récolte. Alors ce soir, on se rend à la presse du village pour y assister. C'est celle qu'on a récoltée. Nous. À l'arrivée, les sacs sont déversés dans un grand entonnoir. Puis les olives sont envoyées dans une soufflerie qui permet d'expulser les feuilles. Puis elles sont lavées, puis concassées jusqu'à obtenir une pâte homogène qui est brassée pendant une trentaine de minutes. Cette pâte est ensuite envoyée dans une autre machine qui sépare la phase solide de la phase liquide. L'excédent est déversé à l'arrière du bâtiment où les habitants peuvent venir se servir pour l'utiliser en guise de compost. La phase liquide, elle, est envoyée dans une dernière machine pour retirer l'eau et conserver uniquement l'huile. Pendant tout le processus, la température de chauffe n'excède jamais les 25 degrés, ce qui permet de conserver la saveur et les apports nutritionnels. C'était très intéressant d'apprendre et d'assister à tout ce processus, surtout qu'on a eu le privilège de goûter l'huile à la sortie de la machine. Allez. On fait une soirée pyjama. Moi non. Et je suis toujours fascinée à quel point en voyage, les connexions humaines peuvent aller vite. On se connaît depuis 24 heures et pourtant, on a l'impression d'être des amis de longue date. Une soirée pyjama, ne se termine jamais sans pyjama. Oui. Ah oui, on fait une bataille de couche. J'ai des lunettes. On va enlever? Non, c'est bon. Oh alors, ah bah, je vais pas envoyer une je peux te foutre des gros coups d'oreiller dans les gueules. Allez. On va se faire remarquer. Oh, comment je t'ai contre. Bon, on va dormir. On a le petit lit pendant que Théo il dort.
c'est un test gratos. Hein. Oui, c'est lui qui a insisté parce qu'il veut s'acheter un nouveau matelas. Donc peut-être qu'il va tomber... En fait, demain, tu vas piquer le Amoureux. matelas. Ouais. Et je vous donne celui-là en échange. Ah bah ok. Ça n'a pas trop de pratique, je pense. Bon, allez. Comment ça s'éteint cette lampe? Bonne nuit. Après une courte nuit, on dit au revoir à Théo et on se met à marcher pour commencer le stop. On a appris qu'il y avait plusieurs sortes d'oliviers qui faisaient donc différentes sortes d'olives. La majorité dans la région, c'est pour l'huile, mais il y en a quelques-uns qui font des olives très grosses comme celle-ci. Ici, particulièrement, c'est des olives de Kalamata. Et celle-là, c'est pas pour l'huile, elle se mange directement comme ça. Mais on disait que si tu les manges en sortant de l'arbre, c'est vraiment pas bon. Il faut les faire macérer dans une solution. Donc chacun a un petit peu sa recette. Eau, sel, huile, enfin voilà, chacun a un peu sa recette. Tu les fais macérer pendant 1 ou 2 semaines et après tu peux les manger. Donc voilà la différence entre les olives de Kalamata qu'on mange et les olives pour le jus. Donc c'est vraiment pas la même taille quoi. Après 30 minutes de marche, nous arrivons au prochain village. Et c'est ici que les choses ont basculé. Depuis que j'ai coupé ma caméra, il s'est passé pas mal d'événements et j'avais besoin de prendre un peu de recul pour en parler ici. On est sur une plage là depuis quelques jours pour digérer tout ça. Donc je vais vous raconter un petit peu les événements qui viennent de s'écouler. Donc quand on a quitté le village de Théo, on est parti avec l'optique de se trouver un endroit où se poser 2 jours pour passer le week-end. Un endroit à nous, donc un appartement qu'on louait. Et maintenant ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller directement voir les gens et pas passer par les plateformes. Donc on s'est dit, on va marcher un petit peu, on va faire du stop et puis on va voir, on va demander aux gens qui nous prennent en stop s'ils ont des endroits à nous louer pour le week-end. Donc on marche, on arrive au prochain village et au prochain village en fait on a un coup de cœur sur ce village. C'est tout petit, il y a une petite place, il y a des petits cafés, il y a de quoi acheter à manger, il y a un petit primeur. Donc on fait le tour un petit peu pour trouver un appartement qu'on trouve, appartement dans lequel je me sens trop bien. Vraiment c'est notre petit cocon donc on est trop contents. En parallèle, Arnaud rencontre un homme au café qui parle pas très bien anglais, qui lui dit ah j'ai des champs d'oliviers, cherche quelqu'un pour travailler dans les champs d'oliviers. Est-ce que vous êtes intéressé? Bah ouais, pourquoi pas, on s'était dit qu'en vrai, si l'opportunité se présentait, on accepterait. Donc Arnaud direct lui dit oui. Le gars lui dit, vous pouvez venir chez moi, j'ai une chambre, vous venez chez moi, je vous accueille chez moi, etc. Donc je rencontre cet homme et instantanément, je le sens pas. Je sens qu'on n'a rien à faire chez cette personne, je sens que ça va pas matché entre nous. C'est quelqu'un qui parle très mal anglais. Moi, j'aime quand les choses sont claires tout de suite. Et je sais pas, il y a un truc que je sens pas. Et en même temps, j'ai horreur de juger les gens uniquement sur le physique en quelques secondes sans avoir pris le temps de connaître la personne. Donc, je me sens quand même un peu mal à l'aise de dire direct non alors que j'ai pas appris à connaître cet homme. Mais il y a quand même un truc au fond de moi qui fait que je le sens pas. Sauf que Arnaud a vraiment envie d'aller chez cette personne. Arnaud a vraiment envie de travailler dans les olives. Ouh là là. Attendez, ça boue! Et du coup, ça a créé entre nous une sorte d'incompréhension parce que moi je disais que je ne voulais pas aller vivre chez cette personne et au-delà de cette personne en particulier, je pense que j'ai vraiment envie d'avoir mon espace et qu'à ce stade de l'aventure, après 6 mois, j'ai besoin de temps pour digérer et j'ai pas forcément envie d'aller vivre chez quelqu'un. Et en parallèle, Arnaud se sentait privé de faire ce qu'il avait envie de faire, c'est-à-dire d'aller dans les oliviers. Le compromis qu'on trouve, c'est on y va 2 jours et si on le sent pas, on s'en va. Donc j'accepte, on va chez ce gars et effectivement, je m'étais pas vraiment trompée. C'est vraiment un endroit où j'ai pas envie d'être. C'est-à-dire que déjà c'est très sale, il y a une odeur de rat qui se dégage de la maison. Alors on a notre chambre qui n'est pas dans la maison, mais il faut voir la tête de la chambre. Alors en vrai, il y a plein de situations où cette chambre m'aurait convenu. Mais là, je cherche un endroit pour me sentir bien. Je cherche un endroit pour décompresser des 6 mois et surtout pour prendre du recul. Potentiellement pour travailler sur des chouettes projets en vidéo. Je ne peux pas faire ça dans cette petite pièce. La cuisine, elle est sale. Mais je pense que vraiment, si je cuisine dans une casserole, on attrape une bactérie mortelle. Non, pardon, c'est super méchant. Mais vraiment, c'est très, très, très sale. Très, très, très sale. Il y a de la feta sur la table. Je pense qu'elle est là depuis 3 mois. Et vraiment, je veux partir de cet endroit, c'est impossible que je reste là, Donc on se dit, vas-y, on fait une nuit. En fait, je me sens même pas de faire une nuit. Et bon, très vite, on décide de partir.
Donc on part, sachant qu'en plus, le gars, il n'était pas là à ce moment-là. Donc on part sans rien dire à personne, mais en même temps, on ne pouvait pas attendre qu'il revienne parce qu'après, il allait faire nuit. Donc on lui a quand même fait un message. Et voilà, on est parti. Et ça a créé un petit peu le bazar dans nos têtes, toute cette histoire. C'est comme si le temps d'un week-end, on avait chacun projeté les vies qu'on avait envie d'avoir. Arnaud travaillait chez cet homme et moi me posais dans cet appart. Et les deux, en vrai, ne sont pas possibles. Arnaud s'est rendu compte que l'instinct féminin ne trompait pas. Et que, après, c'est bien, il a fait sa propre expérience. Et en soi, cet homme n'était pas quelqu'un de dangereux parce qu'on connaît des gens dans le village qui nous ont dit que c'était pas quelqu'un de dangereux, mais c'est, oui, juste... quelqu'un de pas très fiable. et du coup, bref, ça a un peu remis en question beaucoup de choses dans notre aventure. On est un petit peu perdus. On sait pas trop quoi faire pour la suite. Ça nous a pris beaucoup d'énergie, en fait. Ça nous a pris beaucoup d'énergie d'essayer de se comprendre. Parce que quand il y a deux personnes qui ne veulent pas la même chose au même moment, il faut trouver des compromis. Et on va essayer de trouver un compromis qui nous convienne à tous les deux, c'est-à-dire se poser quelque part, mais tout en pouvant avoir une activité aussi. Parce que moi, je fais des vidéos, mais Arnaud, il ne travaille pas sur les vidéos. D'ailleurs, on me demande souvent pourquoi ma chaîne, elle porte Mathilde Odile, mais c'est juste que c'est moi qui fais les vidéos. En fait, Arnaud n'a jamais eu envie de partager sa vie sur Internet. Il le fait parce que ça se fait naturellement, mais en vrai, voilà, c'est mon projet de faire des vidéos, c'est ma chaîne. Je le fais depuis que j'ai 13 ans. Donc, bref... Moi j'ai ça, mais Arnaud à côté il a pas ce truc pour s'occuper et donc du coup il faudrait trouver un projet pour qu'il puisse se poser. Là c'était le bon combo, mais ça s'est écroulé et même si on pourrait trouver un autre appart ici et qu'on pourrait trouver un autre taf dans les Oliviers, mais je pense que il y a trop de mauvais souvenirs qui se sont passés dans cette région. Donc on va profiter un peu sur cette plage et reprendre la route doucement. Voilà, vous savez tout. Et j'avais pas envie de vous le cacher, parce que des fois en voyage c'est ça, c'est avoir des désaccords, avoir des mauvaises surprises, faire confiance aux mauvaises personnes. Ça fait partie de l'aventure. Alors on prend le temps de se ressourcer, de réfléchir à ce qu'on a vraiment envie de faire pour la suite. On discute pendant des heures, on se construit une petite routine et on reçoit même la visite de notre ami Théo. Petit à petit, on se sent mieux. On n'y voit pas vraiment clair, mais je sais que bientôt, on retrouvera l'énergie de repartir sur la route. Alors on fera du stop et on verra où ça nous mène. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Alors n'hésite pas à t'abonner, aimer, booster ou commenter cette vidéo si elle t'a plu. C'est très important pour soutenir mon travail. Et moi, je te dis à dimanche prochain, 16h, pour un nouvel épisode. Allez, bisous!